Eh bien, le talk, je l'annonçais mardi prochain, non pas mardi prochain, le mardi 17 septembre prochain, c'est la rentrée scolaire dans tous les établissements publics et privés. Et comme vous le savez, si le début d'une nouvelle année scolaire peut être parfois angoissant, eh bien, il est important de ne pas oublier que c'est aussi l'occasion de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ, comment faut-il préparer l'année scolaire pour avoir de meilleurs résultats? C'est de ça qui sera question dans le talk aujourd'hui. Et pour en parler, je reçois ce matin Eddy Camille Koto, psychopédagogue et consultant en orientation scolaire professionnelle. Bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'être là. C'est un plaisir. À côté de vous, Fulgence Émeric Ahwangonou, qu'on ne présente plus, coach scolaire et en management de la famille. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Et lui, Rodrigue, monsieur Clavier, il est resté. Pas pour parler clavier, c'est choisi. C'est astuce. Alors, chers amis, je le disais, c'est déjà, ou c'est presque la fin des vacances scolaires et la rentrée se profile déjà à l'horizon. Comment est-ce qu'il faut préparer la rentrée pour être sûr que d'ici la fin de l'année, on peut ou on est censé avoir de bons résultats? Eddy Camille Koto, dites-nous. C'est lourd comme question. Bien, la préparation de la rentrée incombe à tous les acteurs du système éducatif, commençant par les autorités politico-administratives, les responsables des administrations des écoles, les enseignants, que ce soit au primaire, au secondaire ou au supérieur, le personnel de soutien, les apprenants, les parents, les partenaires techniques et financiers et les partenaires sociaux. Toute cette structure-là est amenée à se préparer pour une rentrée scolaire effective. Il y a quelques jours, le Conseil national de l'éducation a déjà posé les pas pour une rentrée apaisée, une rentrée qui se déroule de façon optimale pour que les uns et les autres, je veux parler des acteurs, se sentent vraiment en confiance pour un début de rentrée. Et si on s'intéressait à deux acteurs principaux, l'apprenant et le parent d'élève? L'apprenant, là nous sommes en train de dégrainer les derniers jours de vacances. Les apprenants doivent déjà se mettre dans une disposition psychologique qui les prépare à affronter l'année scolaire en réduisant le temps de loisirs auxquels ils ont eu droit depuis le début des vacances, en réduisant le temps de loisirs. Ça, les parents doivent y veiller, en retournant vers les cahiers pour ceux qui n'ont pas du tout eu le temps de toucher aux cahiers, de faire des renforcements pendant les vacances, en retournant vers les cahiers pour faire une remise à jour des informations reçues dans les situations d'apprentissage de l'année écoulée, et peut-être aussi en visitant ou en anticipant sur les connaissances qu'ils auront à accueillir cette année dans leur nouvelle classe. Donc, mettre un bémol ou mettre un peu en veilleuse la distraction et commencer par tourner son mental vers les activités pédagogiques. Ensuite, la préparation liée aux enfants est celle qui concerne la préparation physique. La préparation physique, c'est tout ce qu'il faut faire comme démarche par rapport à l'inscription. C'est vrai que quand ils ne sont pas encore âgés, c'est les parents qui s'en occupent, mais quand ils ont atteint le collège, surtout le second cycle, il est possible pour eux de faire eux-mêmes les démarches par rapport à la réinscription ou l'inscription ou les formalités de transfert s'ils doivent changer d'établissement. L'achat des fournitures scolaires, le paiement de la première tranche peut-être de la scolarité. Et quand je parle de fournitures scolaires, il n'y a pas que les cahiers, les documents, il y a la tenue aussi qu'il faut choisir. Et il est toujours bien que même si les parents doivent payer les fournitures ou acheter les fournitures pour les enfants, ils puissent se faire accompagner de ces derniers, qu'ils opèrent eux-mêmes les choix, parce qu'il est plus agréable d'étudier ou de travailler dans une tenue ou avec un sac, avec des chaussures que soi-même on a choisi et qu'on aime, plutôt que de devoir subir le choix des parents, qui n'est pas toujours le choix des enfants. Et là, je ne dis pas qu'il faut tout permettre aux enfants aussi. C'est au regard des moyens du parent, c'est au regard de ses ressources. Donc, par rapport aux démarches ou aux courses pour l'acquisition des fournitures scolaires, il est toujours intéressant d'associer les enfants pour qu'ils se sentent concernés, parce que, in fine, c'est eux, en fait, les bénéficiaires. Et lorsque l'année doit démarrer, les parents doivent aussi se dire que ce n'est pas que la rentrée des enfants, c'est aussi leur rentrée. Et donc, en principe, lorsqu'on organise les pré-rentrées pour les enfants, on devrait aussi organiser la pré-rentrée des parents. Effectivement, parce que les parents ont quand même un rôle
Ils sont au cœur du processus. Ils sont au cœur du processus et donc on doit pouvoir rappeler aux parents quelles sont les dispositions qu'ils doivent prendre dès que l'année a démarré. Parce qu'il ne s'agit pas de dire j'ai soldé la scolarité et donc je m'en lave les mains. Non, le rôle du parent continue jusqu'en fin d'année. Et je le dis parce que, voyez-vous, j'ai échangé avec un parent la semaine dernière qui me disait je suis très fâché, très remonté après ma fille. Je dis mais pourquoi? Elle dit mais moi je n'ai jamais compris ou je n'ai jamais su qu'elle était en baisse de performance. Bulletin de fin du premier trimestre, le parent n'est pas allé chercher. Fin de deuxième trimestre, il n'est pas allé chercher. Et c'est en fin d'année, au troisième trimestre, que le parent se rend compte qu'en réalité, l'enfant n'avait pas obtenu la moyenne, ni au premier, ni au deuxième. Par conséquent... Et donc, c'est important que les parents se disent ce n'est pas les diligences de début d'année qui sont suffisantes pour une réussite de l'année scolaire. On va revenir au rôle des parents, au rôle plus précisément des parents sur comment est-ce qu'ils doivent accompagner les élèves, les apprenants, j'allais dire. Fulgence Émeric Arangonou, la même question s'adresse à vous. Comment est-ce qu'il faut préparer sa rentrée pour être sûr qu'à la fin de l'année, c'est le succès assuré? Oui, d'abord, toute la communauté éducative doit se mettre au pas, et plus précisément les parents et les apprenants. À ce niveau, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de parents et d'apprenants. Il y a des apprenants qui n'ont jamais été encore à l'école, qui vont commencer la rentrée pour la toute première fois de leur vie. C'est toute une réalité. Et il y a aussi de ces parents qui n'ont pas encore eu d'enfants, élèves, qui vont commencer à être parents d'élèves, d'apprenants à partir de cette rentrée. Et il y a ceux que j'appelle les vétérans, en griffe, qui sont quand même habitués à la rentrée, qui savent de quoi il est question. L'organisation, il faut une organisation qui est d'abord matérielle, parce qu'envoyer son enfant à l'école, c'est un investissement. Il faut avoir vraiment acheté les cahiers, comme l'a dit Camille Kotor, et surtout pour les plus jeunes, les tout petits, il faut leur implication, parce qu'aller à l'école ne doit pas être pour eux une difficulté, c'est-à-dire ils ne doivent pas y trouver là-bas de la réticence. Donc parfois même le sac qu'on porte, l'effigie que ça porte, la chaussure qui peut-être va cuiner, qui cuine, l'effigie des cahiers, tout ça renforce cette capacité à se dire je vais aller à l'école parce que j'ai du nouveau, tout ça. Pour les autres aussi, bon, ils peuvent aussi suivre, mais l'organisation est d'abord matérielle, l'investissement. Et il faut aussi une organisation en termes de disponibilité, de présence, parce que lorsque la rentrée va commencer, la rentrée est pour tout le monde. Les parents doivent savoir que leur rythme de fonctionnement dans une journée de 24 heures va changer pour se mettre en harmonie avec l'école et leurs enfants apprenants. Et quand nous prenons nos enfants, nos apprenants, c'est presque la même chose. Il y a les tout jeunes, on va parler d'eux, et les autres qui doivent mettre en place quand même une méthodologie. Mais n'oublions pas qu'il y a une transition fin vacances, rentrée scolaire. Et cette transition demande vraiment de se mettre au pas. Parce que les vacances, le rythme des vacances n'est pas le même rythme que l'année scolaire. Le rythme des vacances demande qu'on se lève peut-être dans certaines maisons à 9h, à 10h, même plus à midi et à 13h. Tout à fait, Ce qui n'est pas le cas. Nous, c'est à 6h, on se levait avec nos parents. Très rapidement. Je fais encore que derrière ma fumée. Et chez moi, c'est presque comme ça. Que ce soit vacances ou année scolaire, parce que vous êtes appelés demain à grandir. Et c'est maintenant. C'est ce que nous faisons maintenant, c'est ça qui nous accompagne. Alors donc, il faut cette transition, revoir le rythme de 24 heures. On ne peut plus se réveiller. Si on se réveille à midi, c'est un exemple, c'est qu'on doit commencer par diminuer de 2 heures jusqu'à ce que, dès la rentrée, que l'enfant soit au pas. Parce que réussir une année scolaire, c'est bien commencer la rentrée. Bien commencer la rentrée, c'est être dans le rythme de l'année scolaire. Et ce rythme de l'année scolaire demande du travail, de la méthode. Donc, j'invite les parents. À l'heure où nous sommes, on ne peut plus se réveiller à midi. C'est dangereux, très dangereux. Il faut au plus, à 9h, on va comprendre, à 8h et à 7h. Donc, j'invite les parents. Les enfants doivent vite aller se coucher. Les tablettes où on est là jusqu'à 2h du matin, ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment. Et les amener à vite se réveiller. Et aussi, l'année scolaire demande d'avoir un contenu dans la journée parce que l'école est organisée. Et vous savez ce que vous avez à faire de 7h à 8h, de 10h. Il faut que nos enfants aient une journée plus ou moins organisée pour qu'on sache que je vais peut-être lire le matin, même si ce n'est pas chaque 2 heures, chaque une heure, mais qu'ils aient un contenu dans leur journée pour que quand ça va commencer, qu'ils s'y habituent. Et nous avons le cahier des objectifs qui, même pendant les vacances, les enfants sont organisés parce que nous disons les enfants d'aujourd'hui, c'est les parents de demain. Envoyer son enfant à l'école, c'est un investissement. Et cet investissement demande le sourire à la fin de l'année scolaire. Et ce sourire se prépare pour chacun, pour tous. Il faut une préparation et il faut de la méthode et de l'organisation. Rodrigo Fabrito, vous êtes prêt pour la rentrée?
Là, c'est une colle. Ah oui, c'est une colle. Est-ce que vous êtes prêt pour la rentrée? Il ne s'agit pas de votre rentrée à vous. Je peux dire que oui. Ouais. Je peux dire que oui, je le suis. D'accord. Vous avez déjà acheté les sacs, tout ce qui est matériel, comme on dit, Camille ainsi que Fugius. Alors, au vu des différents Sacs, niveaux cahiers, de préparation chaussures. évoqués par les consultants sur le plateau, je ne peux pas dire que je suis complètement prêt parce qu'ils ont évoqué quand même certains critères qui m'obligent, une fois descendu de ce plateau et à la fin de la journée, de me rendre à la maison et surtout de m'arranger pour que tous ces critères-là soient remplis. Alors, vous êtes un vétéran ou vous êtes... Oh non, je ne suis pas vétéran. Vous êtes un nouveau parent d'élève. Un nouveau parent d'élève, oui. Donc maintenant, vous allez beaucoup apprendre, hein, parce que c'est le lieu pour apprendre comment est-ce qu'il faut surveiller les enfants. Bien entendu. Et je suis sûr que vous qui êtes déjà vétéran, vous n'aurez pas de peine à me donner quelques conseils. Je vais partager quelques conseils avec vous. Alors Camille, quels sont les principaux défis psychologiques auxquels les apprenants sont confrontés à la veille de la rentrée scolaire? Fulgence a commencé par le dire, c'est la régulation déjà entre temps de loisirs et entame de l'année scolaire. Il est difficile pour les enfants quand ils sont à fond dans le loisir. Comme il a dit, il y en a qui se réveillent peut-être à 8h, à 10h ou au-delà. Et maintenant, il faut rompre le pont là. Et donc, pour que ça se passe bien, ce pont ne doit pas être rompu de façon brutale. Et Fulgence a proposé, je suis d'avis, que ce soit progressivement, qu'on diminue, comment dire, jusqu'à venir à la norme par rapport à l'année scolaire. Ça ne brusque pas les enfants. Et puis, les jeux aussi, le divertissement, la télé, tout ça, c'est à réguler. La préparation psychologique va bien au-delà. Il a dit rapidement, il y a des apprenants aujourd'hui ou des enfants qui vont à l'école sans savoir pourquoi est-ce qu'ils s'y vont. Pourquoi est-ce qu'ils s'y rendent, pardon? C'est comme une corvée, en fait. C'est comme une corvée. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils y vont? Ils ne savent pas. L'école ne devrait pas être une corvée, une obligation, une contrainte. On doit aimer aller à l'école. Et ça, c'est aux parents de l'expliquer. Pourquoi est-ce que vous allez à l'école? C'est pour réussir votre vie, c'est pour la réussite sociale, c'est pour l'épanouissement. Il faut commencer par exemple par demander à l'enfant ce qu'il a envie de devenir demain. Et au regard de ses rêves, lui dit, mais voilà, pour atteindre cet objectif-là, il est important, il est intéressant que tu ailles à l'école. L'école te prépare à devenir médecin demain, l'école te prépare à devenir journaliste, l'école te prépare à devenir architecte, à devenir, je ne sais pas, douanier, etc., etc. Donc, expliquer aux enfants l'importance de l'école. Parce que quand l'enfant ne sait pas pourquoi il va à l'école, il peut considérer que c'est les parents qui l'ont obligé à s'y rendre et donc ne pas donner le potentiel, voilà, le meilleur de lui-même. La préparation psychologique va aussi à l'endroit de cette mise en garde qu'on pourrait faire à l'endroit de l'apprenant qui commence surtout l'école dans un nouvel établissement. Il y a des apprenants qui changent d'école pour une raison ou une autre, on est appelé à changer d'établissement. La préparation psychologique doit être aussi bien dosée et surtout pour ceux qui reprennent la classe. Parce que bien souvent, vous voyez, depuis les résultats des différents examens, on n'a fait que louanger les apprenants qui ont mérité, ceux-là qui ont réussi, mais ceux dont le succès a été reporté, comme le dirait le coach, on ne leur a pas accordé vraiment d'importance. Donc je trouve que la préparation psychologique doit aller surtout vers ceux-là. Leur montrer que c'est juste une étape de la vie. C'est vrai qu'ils ont trébuché, ils n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu, mais la vie ne s'arrête pas là. Et leur remonter le moral pour qu'ils soient en mesure d'affronter efficacement l'année scolaire qui commence. Par rapport aux enfants, quand on a parlé de la régulation du temps de loisirs, j'ai parlé de la reprise partielle des activités pédagogiques, mais il y a la préparation spirituelle aussi qui doit accompagner. Ordinairement, quand nous avons une entreprise ou un projet à mettre en œuvre, nous confions ce projet-là dans la main de Dieu. Voilà, à Dieu. On lui demande de nous accompagner dans ce processus. Je trouve que pour qu'une année scolaire démarre, ça doit être pareil. C'est vrai que dans certaines écoles, les gens organisent les messes de rentrée, surtout dans les écoles confessionnelles, mais à la maison aussi, les parents devraient confier l'année scolaire avec les enfants, bien évidemment,
à Dieu le Créateur, quelle que soit la religion voilà, dans laquelle on évolue, on doit pouvoir faire une préparation spirituelle avec les enfants pour que l'année soit bien mise en route. Et au-delà de la préparation spirituelle, il y a la préparation sanitaire, l'alimentation, la santé des enfants, les précautions sanitaires qu'il faut prendre pour que l'année démarre très bien. Les parents doivent veiller à tous ces détails-là parce qu'il y a des enfants qui n'arrivent pas à commencer comme les autres parce qu'ils ont eu un coup de fatigue, je ne sais pas, un coup de palu. Ils n'ont pas fini de récupérer des vacances. Voilà, de récupérer des vacances. Et donc, la préparation sanitaire aussi, elle est capitale. Et quand la rentrée a commencé pour les enfants, ils doivent se doter, comme le coach a commencé par le dire aussi, d'un chronogramme spécialisé. On ne réussit rien dans la vie sans un minimum d'organisation. Donc, il ne faut pas se lancer dans l'année scolaire sans avoir un chronogramme. Je l'avais dit, le chronogramme des vacances, il est différent de celui de la rentrée. Et quand la rentrée a commencé, l'apprenant doit savoir comment organiser son temps. La gestion du temps, elle est capitale. Organiser son temps, c'est déjà savoir ce qu'on fait du lundi jusqu'au lundi, de l'heure de réveil jusqu'à l'heure de coucher. Et il a dit, en dehors de l'emploi du temps de l'école, ce qu'on fait par exemple quand on est rentré de l'école à la maison de midi à 15h, ça doit être écrit. De l'heure de réveil, je me réveille à 7h peut-être, ou à 6h, je mets 6h réveil, 6h30 départ pour l'école, 7h j'ai un cours de mathématiques, je mets mathématiques, à 10h c'est la pause, je peux laisser, mais jusqu'à après 10h, il y a peut-être cours de PCT, je mets sur mon chronogramme. À midi, retour pour la maison. À midi 30, déjeuner. À 13h30, repos. À 14h, révision pour l'après-midi. Je mets tous ces détails. Même en week-end, les activités que je mets. Parce que Sénèque dira que le vent n'est pas favorable à celui qui ne sait pas là où il va. Et donc, il faut savoir où est-ce que nous allons en programmant nos activités. Ce n'est pas parce qu'en fait, quand on est élève, nous aussi, c'était notre cas. Quand on est élève ou jeune, on se dit qu'on n'a pas besoin d'être planifié. Ce qui est faux. Ce qui est très faux parce qu'une vie non planifiée, c'est une vie qui tourne à perte. Et la science a démontré, les scientifiques, les savants, les gens ont fait des expériences, ils ont démontré qu'il y a une certaine catégorie de personnes, je ne voudrais pas les citer, mais quand ils sont âgés de 50 ans, c'est qu'ils ont perdu 15 années de leur vie. Je ne voudrais pas stigmatiser les Africains, mais malheureusement, c'est de nous qu'il s'agit. Je ne dis pas que les autres sont meilleurs, mais je pense que tous les Africains ne le sont pas. Mais nous perdons assez de temps parfois sur des futilités parce que nous ne nous programmons pas. Donc il faut apprendre à nos jeunes apprenants à se programmer, même les tout petits. Il faut leur apprendre à se programmer. Et puis quand on parle des activités scolaires, ce qu'on fait avant la classe, pendant la classe, et après la classe, ça doit être planifié. Avant d'aller en classe, il faut être sûr d'avoir révisé les leçons, il faut être sûr d'avoir fait les exercices, d'avoir mis de côté, peut-être sur son bloc-notes, les questions éventuelles que l'on aura à poser à l'enseignant au cours prochain. Ensuite, pendant qu'on participe aux activités scolaires, il faut être concentré et déjà s'arranger pour s'asseoir à côté de quelqu'un qui pourrait nous aider à suivre le cours. Oui, rester concentré, poser les questions à temps et à contre-temps. Vous savez, il y a beaucoup d'apprenants qui n'arrivent pas à demander, même quand ils sont confus dans la compréhension, ils se disent non, j'ai le temps de demander à la maison. Non, la compréhension, c'est ici et maintenant. On comprend en classe et à la maison, on fait la répétition ou la révision. Donc, l'attitude active, il faut pouvoir l'adopter en classe. Après la classe, même sur le chemin de retour vers la maison, il faut commencer déjà par réviser ou revisiter tout ce qu'on a fait durant la journée. Et lorsqu'on est arrivé à la maison, pour les parents, pour finir, il faut faire le bilan de la journée. Les parents n'ont souvent pas le temps de demander ce qui a été fait en journée à l'école. C'est important de le demander parce que ça permet à l'enfant de faire une première révision, mais ça permet aussi aux parents d'être en phase avec ce qui se fait pour savoir, pour se demander, bon, est-ce qu'il suit? Il y a des parents qui ne vérifient pas le contenu du cahier. Et c'est après la fin du trimestre qu'on se rend compte que, en fait, il ne recopiait, il prenait aucune note, mais où étiez-vous? Donc que les parents veillent. En fait, c'est le contrôle de quelques minutes. Et ça vaut prix d'or. Donc il faut veiller à la régularité de la copie du cours dans les cahiers par les enfants. Fulgence, la question de la planification qui devient indispensable. Planifier aussi bien quand on est parent, planifier quand on est encore plus apprenant. Et cette transition vacances-rentrée doit être également planifiée. Oui, la planification, c'est pouvoir inscrire chaque tâche dans le temps en fonction de ses objectifs. Et vous voyez, nous, quand la rentrée commence à l'Académie du leadership et de management de la famille, nous questionnons d'abord ce que nous appelons l'approche par capacité, qui est basée sur la trilogie du succès, qui retombe sur l'équation du rendement scolaire. La trilogie du succès. Oui. L'approche par capacité dit quoi?
L'approche par capacité dit que lorsque la rentrée commence, il faut faire un contrat de performance parent-enfant. Et ce contrat permet à chacun de savoir ce qu'il veut aller faire à l'école et ce qu'il veut faire en tant que parent. Ce contrat fixe les objectifs. Qui écrit, qui rédige le contrat? Vous savez, nous, c'est déjà résolu dans le cahier des objectifs. Il y a déjà un outil que nous avons depuis plus de 5 ans, qui est encore revisité cette année, qui pose déjà les bases de cette trilogie basée sur la capacité, l'approche par capacité, où l'enfant a ses objectifs, qu'ils soient au primaire ou au secondaire, même pour l'université, même pour les parents. Il y a un document primaire-secondaire. Il y a les objectifs dedans. Et qu'est-ce que nous disons? La rentrée commence bien, commencer la rentrée. Quand on est au primaire, on se dit, pour la toute première composition, dans la décision de l'objectif, quel est le rang que je veux occuper? Quelle est la note que je vais avoir dans chaque matière? Et quelle est l'attitude, l'objectif des attitudes que je vais avoir? Ça existe déjà. Il n'y a qu'à remplir. Et nous avons revisité cette année. Donc, dans le contrat, l'enfant du primaire, parce que là, il faut aller composition par composition. L'enfant du primaire s'engage et on écrit. Parce que on nous faisait ça. Mais nous, on s'asseyait au salon, papa dit, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ça. Mais ici, cela se faisait de façon orale. Presque orale. Mais nous disons ici que c'est un contrat, c'est écrit, ça reste. Autant ça reste chez les apprenants. Dans le cahier des études des parents aussi, c'est dedans. De sorte qu'après, peut-être à la fin du premier trimestre, et on ne peut pas revenir dire qu'on n'a pas dit. On regarde, est-ce que tu as... On ne va même pas attendre la fin du premier trimestre. Je reste au primaire pour dire qu'au primaire, voilà ce qu'on fait. Rang, note, attitude. Et on fait le bilan à chaque composition du primaire. Ça veut dire que déjà, fin octobre, on fait le bilan de la toute première composition pour voir le rendement et qu'est-ce qu'il faut faire ajuster pour la seconde composition. Au niveau du secondaire, lorsqu'on fixe les objectifs globaux, c'est-à-dire c'est la moyenne que je vais avoir au premier trimestre, des compétences, c'est la moyenne que je vais avoir dans chaque matière, des attitudes, c'est-à-dire le comportement que je vais avoir, on fait un bilan à mi-parcours déjà au niveau de novembre, c'est-à-dire mi-trimestre, pour voir l'engagement que j'ai eu à prendre. Est-ce que je suis sur le chemin du succès? J'ai dit que je vais toujours apprendre mes leçons. J'ai dit que je vais vite rentrer. J'ai dit que je vais toujours écrire. Est-ce que je suis en train de le faire? Parce que si nous allons attendre la fin du trimestre pour faire le bilan, nous allons rater le coach. C'est pourquoi déjà dans le cahier des objectifs, il y a déjà un bilan à mi-parcours pour réajuster parce que nous savons que nous sommes humains. On peut être sur la bonne voie comme on peut réajuster. Donc, c'est déjà, ça existe. Et nous l'appliquons, nous utilisons et cela donne de meilleurs résultats. Et cette trilogie du succès renforce cela en disant que dès la rentrée, il faut décider les objectifs. Il faut programmer le succès, l'organisation, inscrire chaque tâche. Et il faut faire l'évaluation, le bilan. C'est très important, j'invite les parents à faire ce contrat avec leur enfant. Souvent, pas de suivre son enfant suivi. Le suivi, c'est sur quoi? C'est pas garder l'enfant. Le suivi, c'est sur l'engagement de chacun. Tu as dit que tu seras dans les 5 premiers. Tu as dit que tu seras dans les 10 premiers. Sans oublier que j'ai dit, il faut faire un contrat, je l'ai dit ici. On ne peut pas commencer une rentrée sans faire un bilan de l'année passée si on n'a pas fait pendant les vacances. Parce que le bilan montre quand même de quoi l'enfant est capable. Parce que après nous allons dire de faire un bond de 2. L'enfant qui est à 12 peut dire que je vais avoir 13 ou 14. Mais si on ne fait pas le bilan pour savoir ses forces et faiblesses, nous allons vouloir faire des progressions et l'enfant ne va pas atteindre son objectif, il va commencer par douter de lui-même. Alors que le but en fixant des objectifs, c'est de dire je vais y arriver. Donc, quand on le fait bien, il n'y a pas de raison que nos enfants ne réussissent. Et c'est en cela que l'équation du meilleur rendement intervient. Parce que l'école suit un chemin. L'enfant quitte la maison et il va à l'école chaque matin. L'enfant va à l'école comment? La toute première flèche, la maison, l'école. Est-ce qu'il va? C'est un enfant qui mange tôt, il a déjà mangé. Est-ce qu'il va parce qu'il est stressé, tout ça? On ne sait pas. Donc, il faut voir comment l'enfant va à l'école. À l'école, l'enfant va à l'appropriation du savoir, il va prendre les cours. Il faut s'assurer qu'avant qu'il ne vienne à la maison, qu'il a déjà un cahier où les cours sont au top. Il y a des enfants de 6e qui, même de la maison à l'école, excusez-moi, de l'école à la maison, on s'amuse sur le chemin, on s'est amusé avec le cahier, puis le cahier s'est perdu. Il y a des ces problèmes qu'on a souvent dans les classes de transition. Le cahier même est déchiré. En fait, vous parlez de vous là. On a tout fait la 6e. Donc vous voyez, quand vous ajoutez l'équation du succès, l'enfant qui quitte la maison et il va à l'école, il vient. Est-ce qu'il est venu à l'heure? Est-ce qu'il vient régulièrement? Et il vient dans quel état émotionnel? Est-ce qu'il suit? Est-ce que c'est un apprenant de premier niveau de compréhension, de second, de troisième niveau de compréhension? Parce que nous, il y a des apprenants, quand vous parlez à l'école, l'enseignant parle, il a tout compris.
Ouais. Il y a des apprenants, peut-être comme nous, il faut un second niveau de compréhension, d'où parfois un répétiteur spécialisé qui ne va pas dire la même chose que son apprenant. Parce que quand on dit un apprenant, un répétiteur, qui est parfois, je ne dis pas que c'est pas bon, qui est parfois le professeur de la classe, il va répéter la même chose. La même chose, oui. L'enfant risque de ne pas comprendre. Et il risque de ne pas avoir un plus. Donc l'enfant va venir à la maison avec le cours, s'assurer qu'il a le cours. Et quand il vient, s'il faut un second niveau d'appropriation du savoir, il faut être sûr que l'enfant a appris, qu'on lui a tout expliqué, que ce savoir devient une connaissance, peut-être en histoire géo, en mathématiques, parce qu'il aurait fait assez d'exercices pour avoir des connaissances dans mathématiques. Ce n'est pas fini, il faut le rendement. Rendre, il y a des enfants qui apprennent bien, mais pour rendre, pour une interrogation, ils passent à côté. Là, ça demande encore autre réalité. Comment il rend? Est-ce qu'il n'est pas stressé? Est-ce qu'il n'a pas peur quand on dit prenez une feuille? Parce que quand nous, on est coach, on regarde tout ça là pour voir quel est le problème que l'apprenant a. C'est à quel niveau? C'est quand il quitte la maison? C'est quand il vient au niveau du savoir qu'il n'écrit pas bien? Ou bien c'est quand il s'approprie, ou bien c'est quand il rentre? Et quand vous avez l'approche par capacité, la trilogie du succès et l'équation du succès, nos enfants ne peuvent pas ne pas réussir. Et ne leur demandez pas. Ça, ils ne peuvent pas ne pas réussir. Je le dis partout, nous avons de bons, de meilleurs résultats. Ils ne peuvent pas ne pas réussir. Et quand vous ajoutez le cahier des objectifs, parce que nous, notre problème, ce n'est pas que nos enfants passent, ils vont toujours passer. Mais est-ce qu'ils ont l'attitude de leader? Est-ce qu'ils savent décider? Est-ce qu'ils savent avoir des objectifs? Est-ce qu'ils ont toujours un emploi du temps pour dire aujourd'hui, voilà ce que je veux faire? L'emploi du temps, l'école est organisée. Mais quand nos enfants rentrent à la maison, est-ce qu'ils ont toujours l'emploi du temps? L'étude des cours de la journée, révision des cours le lendemain, et un exercice. C'est comme ça. Et là, ça vient sur la question du parent. Est-ce qu'il faut imposer un emploi du temps à son enfant? On va y arriver. Rodrigo Agueto, voilà un contrat de performance clairement bien ficelé pour vous, qui êtes un nouveau parent d'élève. Vous allez en prendre certainement de la graine. Et j'allais me demander, est-ce que vous étiez comme nous autres qui avons ce deuxième degré de compréhension? Parce que généralement, à l'école, on ne perçoit pas très vite ce que, notamment dans les questions, dans les cours de mathématiques et autres, on ne percevait pas bien. Et c'est à la seconde explication qu'on arrive à mieux comprendre. Et comme le disait Fulgence, parfois, mais on avait peur du professeur qui disait prenez une feuille. Bien sûr. Moi, déjà, en classe, je ne captais pas forcément du premier coup ce que disait l'enseignant, ce que mon père a remarqué et m'a fait a pris un répétiteur pour moi durant tout mon parcours scolaire. Je crois que dans l'un ou l'autre des cas, quand on soit en capacité de vite percevoir le prof en classe, ou de percevoir au second degré, ou même au quatrième degré, pourquoi pas, parce qu'après tout, dans une salle de classe, il y a différentes catégories d'apprenants. Il faut juste trouver la bonne formule. Moi, j'ai été très intéressé par ce que le coach disait tout à l'heure, et ce qui m'a un peu interloqué, c'est ce contrat. Ce contrat de performance. Alors, je suppose un instant que l'année écoulée, l'enfant a été avant-dernier de sa classe. C'est une classe, je vais le dire comme ça, de 30 élèves, il a été 29e. Et que pour cette année, vous vous asseyez devant l'enfant, vous dites, bon, contrat de performance, quel rang est-ce que tu comptes occuper cette année? Et il dit 5 premiers. C'est faisable? Bien sûr, quand on suit réalisable. Parce que tout à l'heure, dans vos propos, vous avez dit que ça doit aller progressivement. Donc, est-ce qu'il peut directement aller viser du moins les 5 premières places, ou il doit plutôt aller pas à pas avec le parent? Ils y vont peut-être en étant 20e, en étant 15e, avant d'en arriver à être dans les 5 premiers. C'est que l'enfant là, attention, on peut être le dernier des passants. Hein. On peut le dernier des passants. Mais celui-là, c'est un redoublant. Comme il a déjà l'expérience, il a fait la classe une fois, on se dit qu'il peut venir et être pas un diesel, mais il peut être moteur essence. Il peut démarrer moteur essence. C'est pourquoi j'ai dit oui, les 5 premiers. Lui, il peut envisager dans les 5 premiers. Mais dans le cas où ce n'est pas un redoublant? Dans le cas où ce n'est pas un redoublant, il faut voir ses performances. De l'année écoulée. Moi, je me rappelle, je dis bien, je donne l'exemple de celui-là, il connaît. C'est un moteur souvent diesel. Il commence même dans les 10 premiers, mais je vous assure, il finit dans les 5 premiers. Si vous ne savez pas faire, il devient premier. C'est ça. Il est comme ça. Chaque année, lui, il fonctionne comme ça. Mais le parent, est-ce que le parent ne doit pas tenir compte justement de la situation de son enfant
encore qu'il faut qu'il maîtrise réellement sa situation scolaire, situation, je vais dire aussi psychologique. Comment est-ce que, quelle faculté est-ce que l'enfant a de pouvoir réellement travailler ou de pouvoir réellement atteindre les objectifs quand il se les fixe? Parce qu'après tout, imaginez un enfant qui est au primaire, au CM1 ou au CE2, à qui vous posez cette question tout de suite, oui, on a, comment je vais dire, on est à brûle pour point tenté de se dire, oui, moi, pour faire plaisir, voilà, exactement, je veux être premier, alors que pour l'année écoulée, j'ai été peut-être 15e. Oui, mais là, je pense que c'est le rôle. Voilà, de se calmer. Est-ce que le parent, justement, ne doit pas amener l'enfant à y aller pas à pas? Je voudrais dire, c'est progressif. C'est ça. Quand je suggère aux apprenants, par exemple, de se définir des objectifs SMART, spécifiques, atteignables, mesurables, réalisables et temporels. Le spécifique, c'est qu'il ne faut pas vouloir tout embrasser en même temps. Fulgence l'a dit, l'enfant décide, par exemple, pour le premier trimestre, d'avoir 15 de moyenne. L'objectif, là, il est spécifique. C'est ça. Mais il ne dira pas, je voudrais avoir la moyenne. Quand il dit je voudrais avoir la moyenne, c'est global. S'il a 10, il a la moyenne. Mais est-ce que 10, ça fait vraiment fier? Non. Donc, il doit être le plus spécifique possible. Le M, mesurable. C'est que quand il a fini, il doit être en mesure d'évaluer. Il a parlé d'évaluation. D'évaluer, est-ce que j'ai pu atteindre mon objectif? Atteignable. Ça va avec la mesure, mais la réalisation aussi. Le réalisable, il ne faut pas vouloir sauter plus haut que sa taille. J'en viens à... Mais on dit qu'il faut viser la lune. Je suis là, on est d'atteindre les étoiles. Je donne l'exemple d'un apprenant, par exemple, qui a toujours attrapé des 5 ou des 2 en mathématiques. Et puis, pour le devoir qui vient, il se dit, la main sur la poitrine, moi j'aurai 18. Ce n'est pas possible. En fait, il faut des objectifs réalisables pour ne pas se donner de la pression psychologique ou se torturer inutilement. Il faut aller progressivement. Quelqu'un qui a toujours eu 5 en maths peut se dire, par exemple, bon, je fais un effort pour commencer d'abord par avoir la moyenne, 10. Et après, je verrai si je peux aller à 12, à 14, à 15. Donc, c'est aux parents, comme vous le demandez, c'est aux parents de canaliser les énergies, mais de remettre l'enfant en confiance, de le motiver pour lui dire qu'il est en mesure de le faire. Et le temporel, il faut se fixer des objectifs aussi en sachant que c'est dans un délai. Oui, dans un délai donné. Quand on se dit, par exemple, je serai meilleur en mathématiques, il ne faut pas dire je serai meilleur en mathématiques pour toute l'année. Non. Tu te donnes un délai et tu travailles pour cela. Alors Camille, je vais vous donner 1 minute pour conclure. Parce qu'on a plus de temps. Je voudrais dire aux parents, envoyer nos enfants à l'école, c'est un défi, c'est une responsabilité. Et Fulgence a dit c'est un investissement. Chaque parent doit espérer le retour sur investissement. Et pour y parvenir, le premier conseil, je l'ai donné, il faut pouvoir expliquer aux enfants l'importance d'aller à l'école. Pourquoi est-ce qu'ils vont à l'école? Ce n'est pas une corvée, ce n'est pas une contrainte. Ensuite, les aider à se doter d'un planning hebdomadaire, mensuel, pourquoi pas un planning qu'on peut réajuster au regard des besoins. Et si chaque enfant peut déjà à 75% respecter son planning, c'est déjà un effort louable. On ne leur demande pas de respecter à la lettre ce qui est écrit dans le planning parce que justement, il y a des impondérables, il y a des situations imprévues qu'il faut jauger et voir si c'est des cas de force majeure. Après cela, les parents doivent faire le bilan journalier, les activités pédagogiques avec les enfants et veiller surtout à la régularité de la prise de notes dans les cahiers. C'est des détails qui échappent souvent. Et quand on appelle les parents pour la pré-rentrée, pour des conseils à l'école ou pour des réunions à l'école, qui se rendent à ces séances-là. Les activités de fin de trimestre, les journées portes ouvertes, on remet les bulletins des apprenants, que le parent soit celui qui ira chercher le bulletin, qu'on n'envoie pas une tierce personne. Parce que le professeur principal ou bien l'enseignant a besoin d'échanger avec le parent pour aplanir les divergences par rapport aux attitudes de l'enfant à l'école et à la maison. Le carnet de correspondance, il faut essayer aussi de le vérifier souvent. Malheureusement, chez nous, toutes les écoles ne mettent pas à disposition des enfants les carnets de correspondance. C'est un problème. Le temps de qualité à accorder aux enfants, il est important. Oui, le temps de qualité, il faut accorder du temps. Même si on n'a pas trop le temps, il faut pouvoir en accorder, si c'est 1 heure par jour. Et beaucoup plus de temps en week-end, ce serait intéressant. Et je voudrais finir avec ce que j'appelle les échanges ou les débats en famille. On peut organiser des débats en famille les week-ends avec les enfants pour leur permettre de se cultiver au-delà de ce qu'ils apprennent à l'école. Et ça va les préparer aussi à la vie.
Envoyer son enfant à l'école, c'est un investissement. Et comme tout investissement, vous voyez, quand vous créez une entreprise, vous êtes là tous les jours. Ouais. Quand vous avez votre ferme, vous êtes là tous les jours. Combien sommes-nous à être pas seulement présents, à être disponibles tous les jours pour nos enfants? L'école commence la rentrée pour tout le monde. On est 2 parents, on est peut-être fonctionnaires. On doit voir nous dans nos emplois de temps qui sera disponible aujourd'hui pour nos enfants. Vous savez, quand vous prenez vos leçons, les leçons de vos enfants vous-même, vous voyez combien nos enfants s'y mettent et ils ont de meilleurs rendements. Le premier coach, le premier répétiteur de l'enfant reste encore le parent. Nous, parents, rendons-nous disponibles. La deuxième chose, nous disons pour nos apprenants, on ne peut pas faire un pas pour l'année scolaire sans avoir son cahier des objectifs et avoir son contrat de performance. Le contrat, c'est ce qu'on a décidé de faire et c'est ce que nous avons dit qu'on peut réaliser. C'est important pour nos enfants, les enfants du Bénin, d'avoir ce contrat pour aller loin. Parce que le Bénin de demain, ça commence aujourd'hui. Le futur, c'est notre action dans le présent. Que faisons-nous aujourd'hui? Moi, je pense que nos enfants ne peuvent pas ne pas réussir. Mais la réussite demande de la méthode, de l'organisation. Il faut s'y mettre. Et à la fin, nous aurons un sourire ici pour dire bravo. Merci. Quand il a parlé de contrat de performance entre parents et enfants, Ouais. Sénèque dira que la force d'une société, c'est sa capacité à respecter ce qu'elle-même a décidé de faire. C'est ça. Donc les parents et enfants enfants doivent pouvoir respecter ce que chacun a décidé de faire depuis le début de l'année. Merci à vous, Camille Edikoto. Merci également à vous, Émeric Arangonou Fliens. Merci sur ce plateau. Rodrigue.